Voilà, bon bah écoutez, bonsoir, bonne année, bonne santé. Il faut quand même reconnaître que cette année ne sera pas obligatoirement facile, hein. Et on va unir nos efforts tous ensemble pour bâtir un monde un peu plus solidaire et surtout réconcilié, hein. Donc c'est pas simple, la guerre en Europe, mais la guerre partout dans le monde. Et il va falloir unir nos forces et éviter le refractionnement en bloc et d'être sommé de choisir le sien, n'est-ce pas? Donc on va en discuter certainement ce soir aussi avec la monnaie, puisque ça fait partie des défis, ou des enjeux en tout cas. Alors quelques mots quand même pour cette soirée, c'est la première de l'année. C'est la première d'une longue série, puisque nous ferons des conférences mensuelles et que nous aurons entrecoupé des projections d'amis, de films qu'on passera en avant-première. Puisque, comme vous le savez, on a maintenant un réseau de cinéastes et de réalisateurs tout à fait important en Afrique, en France, mais dans le monde entier. Donc, on est très fiers de ça, parce que le cinéma, c'est pas seulement des images, bien sûr, mais c'est un vecteur de la connaissance de l'autre, des pays, des cultures, et puis surtout, quand c'est bien fait, ça nous explique un peu l'histoire, ça nous restitue des récits, et puis ça touche à l'actualité. Vous verrez ce soir un des plus grands films de l'histoire du cinéma, qui touche à la crise financière de 1929 et qui fait partie, comment dire, il faut qu'on approche mieux toutes ces crises financières qui ont jalonné notre histoire pour mieux comprendre celles qui nous frappent aujourd'hui ou qui va nous frapper. Ça, nos économistes nous en diront un peu plus tout à l'heure. Alors, nous aurons, je le dis encore un petit mot sur le cercle. Le cercle, on est fiers d'avoir les jeunes de l'université de l'UPEC. On va les applaudir. Je remercie encore Frédéric. Cette année, on va travailler avec 300 jeunes, enfin le premier semestre en tout cas, ils sont en première année cette fois-ci. On a eu les licences l'année dernière. Et ben, on démarre avec les premières années. On est très content qu'ils puissent découvrir des sujets d'actualité à travers les conférences qu'on va organiser et des films qui ne passent pas obligatoirement dans les grandes salles ou qui ne passent plus obligatoirement dans les grandes salles. C'est le cas de John Ford. Enfin, il y a des rétrospectives quand même, puisque c'est un très grand cinéaste. Et puis, nous allons avoir... et donc, nous essayons de faire des abonnements à ce cercle pour fidéliser les spectateurs. L'année dernière, on était plus de 1000 quand même, hein, c'est pas rien. Et donc, et puis, nous cherchons le budget du cercle pour pouvoir offrir la conférence, le petit buffet intercalaire, les livres, et puis, bien sûr, les films qui supposent, comme vous le savez, des droits d'auteur. Hein, c'est normal, il faut qu'ils vivent aussi, les réalisateurs. Alors, ce soir, c'est la première... Donc, la séance, c'est 15 € pour tous ceux qui ne s'abonnent pas. Puis l'abonnement, on l'a passé à 80 € parce que 10 séances plus 5, 6, 7, ça vaut le coup. Et 120 € pour les couples. Donc, il faut adhérer à deux, c'est moins cher. Et puis, nous aurons, bien sûr, ça ne suffira pas hein, à couvrir toutes les dépenses. Donc, un grand merci à la FNTP pour sa contribution et la mise à la disposition de cette magnifique salle. Un grand merci à Orange, un grand merci à Eiffage, un grand merci... Voilà, je viens de démarcher Natixis, BNP Paribas, la CDC et autres. On espère quand même voilà, avoir un vrai budget. Et puis, merci à tous nos partenaires qui nous aident à remplir la salle. Et je pense notamment aux clés. Éric Bon, je vais l'appeler ici parce qu'il est ce soir... Il a invité avec moi à cette soirée. Où est-ce qu'il est, Eric ? Il attend ses ouailles. Le voilà là-bas. Donc, Eric, si tu peux venir 2 minutes, il dirige un grand réseau, le Clé. Il va vous en dire mais 2 petits mots, 2 minutes horloge. Et pendant ce temps-là, moi, je vais présenter nos 2 orateurs de la première séance, soirée monétaire. On m'a dit, oh, c'est barbare ton truc. Mais moi, j'ai adoré le titre. et ça, parce que la monnaie, vous allez voir, la monnaie, c'est du lien social, c'est des enjeux de pouvoir, c'est un thriller, la monnaie. Hein, on va la présenter comme ça. Et puis, on a pour nous en parler, évidemment, 2 extraordinaires personnages. Alors, je vais déjà commencer par mon ami Jacques de la Rosière, qui a été
président du Fonds monétaire international, gouverneur de la Banque de France. J'ai vu un petit peu derrière, là, tout ça, il est énormément de choses. Il a été président de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement. Il est membre de l'Académie des sciences morales et politiques. C'est formidable. C'est formidable. Applaudissons-le d'abord. Et on est fiers qu'il soit notre ami. Vraiment fiers. Très content. Et puis un autre personnage qui peut venir ici aussi, Philippe Herzog, que j'aime beaucoup aussi, qui lui aussi a un parcours tout à fait original, polytechnicien, statisticien, il a été dirigeant communiste, et puis après il a fondé Confrontation Europe avec votre serviteur, avec moi-même, et puis il a été député européen, puis conseiller de la Commission européenne, et puis il a même présidé l'institution de l'éducation financière au public. Donc ça, il n'a pas resté longtemps parce que il a cru qu'il allait faire de la théorie sur l'argent, et on lui a fait vendre des produits dérivés des banques. Il a dit non, c'est pas mon truc, je refuse tout catégoriquement. Mais il a quand même mis en place évidemment l'association, l'institution, le CA, un très beau CA. Il s'est délesté d'ailleurs de son principal collaborateur qui est resté à l'institution financière du public, qu'on a perdu au passage. Et puis voilà. Bon, donc ce soir, alors on a quand même des... Voilà, on va l'applaudir aussi. Et alors, ces deux-là, ils ne sont pas du même milieu, ils ne viennent pas de la même école, mais voilà, ils s'entendent comme des larrons en foire et à merveille, dit Philippe lui-même. Donc, on va les écouter tout à l'heure. Alors, moi, on dirait encore un tout petit mot. Oui, je disais l'économie, la finance. Moi, j'ai toujours adoré ça. Je ne suis pas économiste de formation, mais j'ai compris qu'on ne pouvait pas organiser la société sans l'économie et qu'il fallait surtout pas la laisser à nos élites, surtout quand elles ne sont pas formées à l'économie, en plus. Hein. Parce qu'à l'ENA, on n'en fait pas toujours beaucoup de l'économie, ni de l'industrie d'ailleurs, n'est-ce pas, Saïd? Et donc, alors, oui, mais l'ENA de maintenant, je parle. Je parle pas de l'ENA d'hier. Et on a des jeunes énarques dans la salle, on a des jeunes de l'ENS, on a des jeunes de Sciences Po, les jeunes de l'UPEC. Moi, je suis ravie de travailler avec vous parce que c'est vous qui, en comprenant un peu les choses, il faut du temps. Hein. Vous n'allez peut-être pas tout comprendre tout de suite ce soir. Mais moi, il m'a fallu plusieurs années, et puis en travaillant beaucoup. Hein, et puis encore aujourd'hui, c'est compliqué. Et puis je peux vous dire que ces deux-là, ils se mettent à jour tous les matins, tous les jours, le Financial Times et les discussions et les réunions, etc., pour y voir clair, pour comprendre quelque chose et pour restituer leurs analyses qui nous aident, nous. Ils vulgarisent, et ça, c'est extraordinaire. Jacques vient faire un livre. Il est en vente. Alors, il s'appelle ce livre d'ailleurs Pour en finir avec la financiarisation de l'économie. Il avait fait 40 ans d'égarement économique. Philippe vient de faire un livre sur les failles de la raison, comment on la retrouve, cette raison, et puis comment on invente un nouveau discours de la méthode. Donc, ils se battent, ils n'arrêtent pas, comme les Don Quichotte, des fois contre des moulins à vent, puis des fois, ils font avancer des choses, et c'est formidable. Moi, je les accompagne et j'en suis très fière. Alors, Éric, peut-être te présenter 2 minutes, voilà, je leur remercie beaucoup d'être là. Vous pensez bien que quand on rencontre les Herzog, on ne peut faire que du chemin avec eux. Ce sont même devenus des amis. Moi, j'ai créé il y a quelques années un cercle qui s'appelle Cercle Clé, Contrat, Liberté, Équité. Et en fait, un peu d'inspiration plus personnaliste, plus chrétien-démocrate, je dirais, voilà, très ouvert. Et je fais régulièrement des petits déjeuners ou des soirées avec des personnalités comme nous en avons ce soir. Mais je me suis associé avec les deux Herzog parce que vraiment j'ai trouvé cette idée du ciné-club avec précédé de conférences et voilà exceptionnelle. Et d'ailleurs c'est un succès. Donc nous adhérons, mais je ne peux que vous inciter à adhérer à Open World, qui est quelque chose d'exceptionnel. Il y a déjà eu 8 séances. Oh, il y a eu, oui. Voilà.
8 séances qui ont prolongé, 6 séances qui ont prolongé 30 séances par an avec Afrique Lab et d'autres, et le partenariat avec l'Europe autour de l'Europe, dirigé par Irina Bilic, qui présente chaque année entre 100 et 200 films sur l'Europe, là aussi avec des thèmes, et nous en sommes évidemment partenaires. Donc je vais commencer par Jacques Delarosière, si vous me permettez. Merci beaucoup. Bonsoir, mesdames, messieurs. Je suis très, très heureux de participer ce soir à cette soirée monétaire pour deux raisons. La première, c'est que c'est un sujet qui est important et qui est en fait assez facile à comprendre si on ne le complique pas par une argumentation trop fermée. Et la deuxième raison, c'est que c'est une initiative de mes amis Claude Fischer et Philippe Herzog. Je les ai rencontrés, ça fait maintenant des décennies, et nous avons fait du chemin ensemble. Non pas parce que on voulait faire un programme kilométrique, mais parce que nous avons les mêmes soucis, les mêmes préoccupations, les mêmes aspirations aussi. Et je dois dire que l'analyse critique qui a été faite de mon dernier essai par Philippe Herzog est la manifestation la plus achevée de la lucidité et de l'intelligence qui s'est appliqué à mon livre. Et pour cela, je le remercie, parce que je n'ai pas eu d'autres témoignages de cette qualité. Alors, je vais vous parler des dangers de la financiarisation, qui est le thème de mon livre. Je vais commencer par l'endettement, parce que la financiarisation ne se fait que par endettement. Alors, ce n'est pas un point nouveau, celui-là. C'est quelque chose qui est très connu. Et je passerai assez vite sur l'endettement. La dette globale, c'est-à-dire la dette encourue par les ménages, par les sociétés financières, par les sociétés non financières, par les gouvernements, cette dette globale a atteint un record historique qui est de 300 trillions de dollars. C'est-à-dire 300 000 milliards de dollars. Et ce sont des chiffres tellement énormes qu'ils n'évoquent pas grand-chose. Sachez simplement que ces 300 trillions de dollars équivalent à 360% du produit intérieur brut mondial. C'est-à-dire que la finance, c'est plus de 3 fois et demi la valeur produite. La dette touche tout le monde. Les ménages, la dette des ménages, ça représente à peu près la moitié du PIB mondial. Les entreprises non financières, c'est-à-dire les entreprises industrielles ou commerciales, ça représente 83% du PIB mondial, et les États, ça représente 92%. La qualité de cet endettement immense a beaucoup diminué avec les ans. C'est-à-dire que la dette des entreprises, qu'on appelle les entreprises 3B, c'est-à-dire celles qui sont tout juste acceptées sur le plan de la bourse et de l'investissement, la dette consacrée à ces entreprises, je dirais, tangentes, passe de 25%, qui était le chiffre classique autrefois, à 50%. Autrement dit, la qualité de la dette s'est détériorée considérablement. Et vous me direz peut-être, et alors? La dette, c'est agréable, c'est facile, on peut toujours emprunter pour faire des choses. Mais la dette, quand elle arrive à des résultats, à des records comme ceux que j'ai évoqués, elle entraîne une fragilité croissante du système financier. Parce que plus vous avez de dettes, plus vous avez de probabilité d'avoir des crises. Et cet endettement, il a été favorisé par quoi? Par la politique monétaire,
qui est assorti depuis des années, un peu moins ces derniers mois, de très bas taux d'intérêt. Et les crises financières que nous avons eues coup sur coup, ces crises financières sont toujours le résultat d'une chose, c'est toujours le cas, c'est l'excès d'endettement. Il y a des causes annexes, mais la cause fondamentale, c'est l'excès d'endettement. Or, nous sommes dans une situation d'excès d'endettement. Donc, nous sommes dans une situation qui, malheureusement, préfigure des crises financières. Ça, c'est la première idée du livre sur laquelle je croyais que j'allais pouvoir m'épanouir. Eh bien, non. C'est une idée qui est banale. C'est une idée que je partage avec vous parce qu'elle est très importante, mais elle ne comporte pas d'innovation sur le plan de la recherche économique. En revanche, ce que je vais vous dire maintenant est plus nouveau. Vous ne le trouverez pas dans les manuels d'économie, ni encore moins dans les journaux. La deuxième chose que je voulais dire, c'est que le bilan du monde a triplé en 20 ans, sans aucun rapport avec l'évolution du produit intérieur brut. Alors, qu'est-ce que c'est que le bilan global? D'habitude, on raisonne en termes de PIB, produit intérieur brut, c'est-à-dire ce qu'on produit dans une année. Et c'est très intéressant de le faire. Mais le bilan, c'est autre chose. Le bilan, c'est la photographie des actifs et des passifs d'une entreprise, d'une entité quelconque, mais aussi du monde. Alors, il y a un cabinet d'études qui s'appelle McKinsey, qui, depuis quelque temps, étudie le problème du bilan mondial. Mais c'est compliqué, parce qu'il faut commencer par le bilan des ménages, les petits, puis monter en ligne avec le bilan des entreprises moyennes, petites, puis des grandes entreprises, puis des entités financières, puis des États. Et quand on a fait ce travail, comme l'a fait ce cabinet, avec une méthodologie très précise, très sûre, et que vous agrégez les ménages, les entreprises financières, les États, les gouvernements, que vous agrégez tout ça, vous arrivez au bilan qui n'existe pas en comptabilité, mais qui existe dans les faits. Vous aboutissez au bilan d'une nation. Et puis si vous agrégez encore les nations, vous arrivez au bilan mondial. Alors, je me suis intéressé à ce travail de McKinsey. Travail ardu. Et j'en viens même à penser que peu de gens l'ont lu, ce rapport, qui fait une centaine de pages, qui est bourré de chiffres. Et je me disais, combien de dirigeants ayant un pouvoir d'autorité sur les choses, un pouvoir décisionnaire, ont-ils lu le rapport McKinsey? Eh bien, je vais vous dire, je pense qu'il n'y en a pas un seul. Or, consacrer 2 ou 3 jours à la compréhension de ce rapport, je n'ai pas dit à la lecture du rapport, mais à la compréhension de ce rapport, serait une manière de se fournir en idées fondamentales, en idées stratégiques, qui permettraient d'éclairer un gouvernement. Alors, j'en reviens à ce bilan global. Il a triplé en 20 ans, alors que le produit intérieur brut en 20 ans a augmenté modestement. Et avant l'an 2000, c'est-à-dire il n'y a pas si longtemps, il y a 22 ans, avant 2000, la richesse nette, c'est-à-dire la valeur des actifs au prix du marché, augmentait, bon an, mal an, en harmonie avec le produit intérieur brut. C'était la vérité sur laquelle nous avons vécu pendant des centaines d'années. Et cette vérité n'est plus une vérité. Depuis l'an 2000, c'est-à-dire que c'est très précis dans le temps, depuis l'an 2000, McKinsey a compris, en le démontrant statistiquement, que la croissance économique
a été modeste depuis une vingtaine d'années, alors que les valorisations d'actifs financiers ou immobiliers ont bondi. C'est un phénomène avec lequel nous sommes habitués maintenant depuis une dizaine d'années, mais une vingtaine d'années. Mais c'est un phénomène nouveau dans l'histoire économique, car autrefois, la croissance de la production, la croissance des revenus aussi, qui va avec, épousait la croissance des financements. Autrement dit, quand la croissance réelle augmentait de 3% en une année, bon an, mal an, le financement qui avait permis ce plus 3% en termes réels, le financement avançait à la même vitesse. Alors que depuis 2000, la courbe est retracée dans mon livre, vous avez la courbe du financement qui monte comme ça et la courbe de la croissance économique qui reste molle, proche de l'horizontale. Alors, l'environnement monétaire, avec en particulier ce qu'on appelle la politique de l'aisance quantitative qui consiste à demander aux banques centrales d'acheter des titres financiers sur le marché pour les soutenir. Cet environnement monétaire a permis cette dissociation de la finance d'un côté, de l'économie réelle de l'autre. Alors, il y a dans cette trouvaille, parce que ce n'est pas une vérité reconnue, de McKinsey, un chiffre qui a galvanisé mon attention. Et j'espère qu'il va vous galvaniser. 77% de la croissance du bilan global dont je viens de parler s'explique par des hausses de valorisation financière. Et seulement le reste, c'est-à-dire 23%, par de la croissance réelle de revenus. Autrement dit, nous avons une machine économique, celle dans laquelle nous vivons quotidiennement, qui fabrique 3/4 d'augmentation de valorisation financière et seulement 1/4 de réel et de revenus, et notamment de revenus salariaux. Donc, nous vivons dans un monde qui s'est financiarisé outre mesure. Alors, il y a d'autres pépites dans le rapport McKinsey, j'en vous en cite une ou deux. En moyenne, il a fallu depuis 2020, depuis 2000, c'est-à-dire depuis 22 ans, il a fallu mettre en jeu, en moyenne, 4 $ de financement pour créer 1 $ d'investissement réel pendant cette période. Ça s'est traduit par une bulle immobilière. Savez-vous qu'en France, 96% des transactions qui ont eu lieu en 2021 en matière immobilière concernent des achats d'appartements ou de maisons dans le secteur existant. Et seulement le reste, qui est quelques pourcents du système, concerne des constructions nouvelles. Ce qui veut dire que presque la totalité de l'effort financier qui s'est fait sur l'immobilier a permis à M. A d'échanger un appartement avec M. B dans le 16e arrondissement, et création de valeur, nulle. Création de valorisation financière très forte. Et c'est dû à quoi? C'est dû au fait que le crédit immobilier a tangenté à zéro, et que donc c'était une aubaine. Alors, quant à la bulle des actifs financiers, que ce soit les actions ou les obligations, je n'en parle pas. Elle est ultra connue. La conséquence sociale de ce que je viens de dire, c'est que qui a bénéficié des 77% de valorisation financière accrue? Eh bien, statistiquement, les gens de McKinsey vous le démontrent,
c'est à peu près 10% de la population mondiale. Autrement dit, 90% de la population mondiale, qui sont essentiellement les salariés, ont eu droit à une très modeste part du gâteau. Et ce système de concentration de la finance sur les augmentations de valorisation que j'appellerais spéculatives, accentué d'une manière extraordinairement forte les inégalités sociales. Alors là, quand j'étais à ce point de mon examen du bilan mondial et du bilan français en ce qui nous concerne, je me suis dit, tu ne fais plus une étude statistique sur les méfaits de l'endettement. Tu es en train d'entrer dans le monde de la politique. Je reviendrai sur ce point. La troisième chose qui est nouvelle et sur laquelle vous pouvez réfléchir, c'est que pendant cette période de taux d'intérêt très bas, pendant une vingtaine d'années, on a eu des taux en valeur réelle, c'est-à-dire défalqués de l'inflation qui étaient proches de zéro, voire négatifs. Pendant cette période de taux d'intérêt très bas, la réaction spontanée de quiconque, de vous, de moi, c'est de dire chic, avec des taux bas, on va pouvoir investir, puisque ça ne coûte plus rien l'argent. Eh bien, curieusement, pendant cette période de 20 ans, l'investissement productif, je ne parle pas de l'investissement dans le 16e arrondissement pour s'échanger des appartements, mais l'investissement productif, celui qui crée des machines, des usines, des systèmes, cet investissement productif a baissé. Et il a baissé considérablement. Et je me suis permis de me dire, si, quand les taux d'intérêt sont à zéro, l'investissement productif diminue, c'est qu'il y a quelque chose qui se passe. Et ce quelque chose a été découvert par Keynes, le grand économiste moderne. Et Keynes disait, il faut que les taux d'intérêt ne soient pas trop élevés, parce que s'ils sont trop élevés, ils captent trop de l'épargne et ne réservent pas suffisamment de financement à l'économie réelle. Mais il disait, il ne faut pas qu'ils soient trop bas, parce que s'ils sont trop bas et qu'il n'y a plus de rémunération de l'épargne, quelle est la réaction naturelle et irrationnelle d'un épargnant? Ce n'est pas d'investir dans un projet à moyen terme, projet difficile, projet soumis à des risques techniques ou des risques politiques. Non, c'est pas de faire ça, puisqu'il n'est pas rémunéré en fin de course. C'est plutôt de garder son argent liquide, de le mettre dans des comptes facilement accessibles et sans risques apparents. Et c'est ce que Keynes appelait la trappe à liquidité. C'est-à-dire que les taux trop bas, trop longtemps, attirent l'épargne dans des placements liquides. Et ces placements liquides ne sont pas favorables au financement du long terme. Alors, la quatrième idée que je voulais évoquer avec vous, et j'en terminerai, c'est, puisque c'est si évident que tout ce que je raconte était une absurdité, pourquoi est-ce qu'on l'a fait? Alors, j'ai quelques explications. D'abord, il y a eu la fin de ce qu'on appelait Bretton Woods, c'est-à-dire un système monétaire international qui avait été construit après la guerre par les Américains et qui était un système assez disciplinaire sur le plan des politiques économiques, parce que on disait le système d'échange doit être fixe. Autrement dit, on ne peut pas autoriser son taux de change à faire n'importe quoi. Et donc, par conséquent, on est obligé de surveiller sa politique budgétaire, structurelle, monétaire, pour éviter des dévaluations trop fortes. Et le fait que le président Nixon, en 1971, ait détruit le système de Bretton Woods a permis à tous les États qui avaient accès au crédit
de faire ce qu'il voulait. C'était la libération. Et c'est au même moment, d'ailleurs, que la libération sexuelle s'est produite. On a commencé à faire ce qu'on voulait, puisqu'il y avait toujours la possibilité de s'endetter. Parce que les États-Unis, qui étaient au cœur de ce système monétaire international et qui avaient abandonné la convertibilité du dollar en or, parce qu'ils n'avaient plus assez d'or face aux engagements énormes qu'ils avaient pris à la suite de la guerre du Vietnam, les États-Unis se sont dit « Je préfère être en déficit de balance des paiements pour assurer l'État-providence, mon règne sur le monde. Je préfère être en déficit et je n'autoriserai pas le dollar à plonger, ce qu'il aurait fait dans la logique d'un système de change flottant, parce que s'il plonge trop, je vais m'affaiblir et je vais appauvrir ma population. Et donc je vais défendre le dollar. Et comment je vais faire pour défendre le dollar? Eh bien, je vais faire en sorte que les autres participants au système achètent du dollar. J'aurai des engagements en dollars, mais je m'en fais pas trop parce que je suis au centre du système. Et donc, cette attitude américaine à l'égard du déficit a été déterminante. Et puis, vous avez eu le phénomène du hasard moral. Le hasard moral, c'est une expression compliquée pour dire que quand je fais quelque chose de risqué, ce n'est pas moi qui vais encourir le risque, le coût du risque. C'est vous. Je vais vous le transférer. Alors vous me direz, ce système est fou. Non, il n'est pas fou. Il est le système qui fonctionne aujourd'hui. C'est M. Greenspan, qui était le patron de la Federal Reserve System américaine, qui avait compris ça. Il avait dit « Je produis beaucoup de monnaie. Donc, comme l'a expliqué M. de la Rosière, j'encours plus de risques d'instabilité financière. Et si l'instabilité financière et la crise s'installent, qu'est-ce qui va se passer? La valeur des titres va baisser. Tout le monde va vouloir vendre. Et à ce moment-là, le système lui-même se désagrège. Mais non, il ne se désagrégera pas. Parce que moi, président de la Federal Reserve System, je vais racheter les titres que le marché veut vendre. Et je vais les racheter pour éviter à ceux qui vendent mal, étant donné le marché, de faire trop de pertes. Et ça s'appelle le hasard moral, et ça consiste à transférer les risques des financiers qui font les 77% que je raconte, de transférer une bonne partie de leurs risques vers vous et moi, c'est-à-dire vers les États. Alors, il y a une énigme intellectuelle derrière tout ça, parce que c'est quand même une histoire de fou que je vous raconte. Et je me suis dit, si la stabilité monétaire n'est pas plus importante dans l'esprit d'un banquier central qu'un objectif d'inflation qu'on a fixé arbitrairement à 2%, c'est qu'il y a quelque chose de pourri dans le royaume du Danemark. Alors, les défis de l'avenir, dont tout le monde nous gargarise, et qui sont réels, le défi écologique, le défi de la transformation énergétique, hors des hydrocarbones vers les énergies propres, c'est la condition d'un apaisement climatique qui, sans ça, va se dérouler d'une manière brutale en hausse des températures climatiques. Tout ça que j'évoque, et qui est d'un coût investissement considérable. Pour l'Europe seule, c'est pendant 20 ans 500 milliards d'euros par an qu'il va falloir dégager pour nettoyer les énergies polluantes et réduire les gaz à effet de serre. Alors je me suis dit, et je vous laisse sur cette idée, le paradigme
qui s'est développé à travers la financiarisation que je vous ai décrit, est-ce qu'il permettra de financer les investissements écologiques? La réponse, c'est non. Il ne le permettra pas. Parce que la perte en ligne est de 77% vers les valeurs spéculatives. Et ce n'est pas des valeurs spéculatives, l'infrastructure énergétique. C'est des valeurs réelles et des valeurs qui coûtent. Parce que l'originalité du défi écologique, c'est le suivant. Dans les révolutions industrielles antérieures, celle de la machine à vapeur, celle du moteur à explosion, celle de l'électricité, celle des chemins de fer, tout ce que vous voulez. Alors, comment ça se passait? On mettait beaucoup d'argent dans des équipements qui permettaient de réaliser ce que je dis et qui étaient considérés comme le progrès. Et les revenus augmentaient. Parce que la machine à vapeur, c'était plus costaud qu'une machine à bras. Et ça permettait de développer une plus grande énergie. Et tout le monde en profitait. Donc c'était une révolution industrielle, consommatrice d'investissements, mais distributrice de progrès, et en particulier de plus de revenus. Regardez la révolution écologique que l'on nous demande. Elle ne produira pas plus d'électricité. Elle produira des kilowatts propres. Un kilowatt propre, c'est mieux qu'un kilowatt sale. Mais un kilowatt, en valeur d'usage, c'est la même chose. Et donc, vous avez une immense machine à investir dans l'énergie propre qui va fournir un transfert d'énergie sale vers l'énergie propre, mais pas davantage d'énergie. Et donc, pas davantage de revenus. Donc, il faut s'accoutumer à une idée qui est une idée, je dirais, pénible. C'est que la révolution écologique va coûter cher, alors que nous n'avons aucun instrument pour la réaliser, puisque le système que j'ai décrit est un système qui est anti-investissement, donc il va falloir changer le paradigme de base que j'ai décrit. Et deuxièmement, il va coûter cher en production d'énergie nouvelle. Et donc l'énergie sera plus chère. Et donc le résultat de tout ça, c'est pas plus de revenus, c'est moins de revenus, c'est plus de coûts. Alors il faut peut-être s'organiser sur le plan de la fiscalité nationale pour que les utilisateurs de cette énergie nouvelle ne soient pas que, je dirais, les salariés qui n'ont qu'une part infime dans le gâteau que j'ai précisé. Il va falloir commencer à mettre des concepts précis derrière la notion de solidarité. Parce que c'est ça la condition de la réalisation de l'énergie nouvelle. Et si on continue à faire semblant, ce qui est le cas malheureusement de nos dirigeants, que tout va très bien dans le meilleur des mondes, qu'on fera ces investissements, qu'on les fera avec de l'inflation, on les fera avec je ne sais pas quoi, avec de la dette. On se trompe et on nous trompe. La vérité, c'est qu'il va falloir revenir au système où le financement épousait la croissance et non pas la dominait. Parce qu'il y a un moment où, quand on fait trop l'équation stimulatrice de Keynes mal absorbée, il y a un moment où l'excès d'endettement grippe la machine et l'inflation s'introduit dans le jeu. Et c'est le moment que nous sommes en train de vivre sans le comprendre très bien. Alors voilà les considérations que je voulais développer. Je m'excuse d'avoir été un peu long et j'ai essayé d'être clair parce que c'est un sujet qui malheureusement est d'une facilité extrême au niveau de la compréhension. Mais c'est pour ça qu'on se garde bien en lieu de le rendre simple. Mais ça, c'est une remarque de caractère personnel. Je vous remercie pour votre attention.
C'est une chance et un bonheur d'avoir Jacques avec nous ce soir. Une chance parce que il n'a pas seulement été un grand dans le passé, mais il est toujours actif aujourd'hui. Et il est très connu des milieux qui cherchent à comprendre les choses. Je pense en particulier dans les milieux internationaux où il a prouvé non pas seulement l'efficacité de sa gestion, mais l'humanisme qu'il y mettait. Donc c'est une chance de l'avoir parmi nous et c'est un bonheur que ce soit un ami qui nous apprend beaucoup. Et vous avez remarqué ses talents de pédagogie. Je ne serai pas au même niveau en termes de pédagogie. C'était remarquable. Je peux me glisser sur ces traces maintenant et de façon complémentaire vous amener à des réflexions sur la crise de l'économie globale liée à la financiarisation qu'il a ainsi analysée. Crise de l'économie globale, les temps changent à nouveau, les temps changent, les temps ont changé, mais ils changent. Les perspectives de krach financier sont réelles, mais là, comme disait le poète Hölderlin, que je cite souvent, là où gît le péril, croit aussi ce qui sauve, et ce qui sauve, c'est la prise de conscience et l'engagement, quand on a bien décortiqué les problèmes. Je reviens très très brièvement sur le passé. Donc je vous propose un point de vue historique. Comment on en est arrivé là, très bref, et quelles sont maintenant les perspectives du moment. Bon, Claude l'avait évoqué, la monnaie est un bien commun. L'argent n'est pas seulement quelque chose de sale, mais c'est aussi quelque chose de propre. Ça n'est pas le diable. C'est très important dans la vie des sociétés. L'argent met en connexion des tas de gens, alors que le troc est quelque chose de tout à fait étroit. Et ces gens peuvent ensemble développer des projets en commun. Georges Simmel, le sociologue, le grand philosophe d'ailleurs de l'argent, nous a expliqué ça. On a toute une tradition négative, l'argent est sale, enfin toute une tradition en particulier, pas seulement judéo-chrétienne, c'est chez les musulmans aussi, alors il y a toutes sortes de compromissions, mais tout le problème c'est de gérer vraiment ceci en bien commun. Et pour ça, il faut la confiance pour développer des projets ensemble, faire des investissements. Il faut une confiance, une stabilité. Et forcément, donc, il y a toujours eu besoin d'une puissance publique pour créer les conditions de cette confiance. Les États ont dû se porter garant de la monnaie, ils ont dû gérer les conflits entre créanciers et débiteurs, etc. Mais les États ont aussi privilégié leurs propres intérêts de puissance. Et de tout temps, l'endettement a servi à faire des guerres, mais aussi, heureusement, des travaux publics, mais toujours dans des contextes aussi de faire des guerres qui a abouti à des résultats désastreux. Je fais ça exprès dès le début d'en parler, parce qu'à la fin, ça va compter, cette observation. Et la monnaie qui met en connexion donc des gens pour travailler et investir ensemble, vivre ensemble, est devenue internationale, notamment depuis la première grande mondialisation du XVIe siècle. Et la monnaie d'empire a fait référence. L'empire devait se porter garant de la stabilité d'un système qui reposait donc sur la fiabilité du pouvoir. Le XXe siècle a connu de grandes mutations. Ça commence par de l'inflation. On parle souvent de la crise de 29, mais Weimar en Allemagne en 1918. C'est-à-dire, à la sortie de la Première Guerre mondiale, on a complètement raté. Keynes a fait un livre magnifique là-dessus. Les conséquences au traité de Versailles. On a infligé des dommages de guerre exorbitants sur l'Allemagne. Et une grande inflation en a suivi en Allemagne. Terrible. Les gens allaient chaque matin avec des brouettes de billets pour faire leurs transactions. Quelque chose d'épouvantable. C'est un des facteurs majeurs de l'hitlérisme. Les fautes que nous avons commises au traité de Versailles après la guerre 14-18 en infligeant des malheurs aux vaincus. Entre parenthèses, je ne résisterai pas de dire, quand les Américains ont pu dire récemment qu'il fallait faire de la Russie un paria de l'économie mondiale et les plonger dans la misère, ils n'ont pas tiré les leçons de l'histoire. Mais ce n'est pas l'essentiel de mon propos, évidemment. Donc,
la grande inflation est un désastre. On n'en est pas là, on gère, et on n'en sera pas là, ça se passera autrement. Mais je rappelle l'exprès Weimar, l'inflation est quelque chose d'extrêmement disruptif, dont les victimes sont les populations les plus modestes, pèsent le pouvoir d'achat étant une évidence. Par différence avec la fin de la guerre 14-18, des gens clairvoyants, qu'a connu d'ailleurs Jacques, des gens clairvoyants ont réfléchi à l'après-guerre. Ils ont préparé la paix cette fois et fait en sorte d'éviter les conséquences désastreuses qui ont suivi la gestion de l'après-guerre 14-18. Les gens y ont réfléchi et il y a eu une grande négociation internationale. Après Bretton Woods, c'est 1944. Donc ils n'ont pas attendu la fin de la guerre pour préparer la paix. Et en créant des institutions internationales avec des défauts, le FMI, etc. Mais de facto, un problème a été posé. Est-ce qu'on fait une monnaie mondiale qui soit vraiment une monnaie commune, un bien commun mondial? Mais les États-Unis, sortis grands créanciers de la guerre, et on avait besoin d'eux d'ailleurs pour tout le financement de l'après-guerre, ont imposé le dollar comme monnaie de référence, mais à l'époque avec des garanties vous pouvez changer votre dollar en or à un prix fixe. Donc ça, c'est le passé. Mais j'ai fait exprès de le rappeler parce qu'on va voir que le monde est en train de beaucoup changer par rapport à ça, même si on est toujours dans le chapeau à Bretton Woods, système Bretton Woods et dollar de référence, qui comme l'a expliqué Jacques, ne s'oblige pas lui-même à garantir sa monnaie en la remboursant en aura un prix fixe, mais qu'il a tout libéré, et il a fait en sorte que, dès lors, tout va reposer sur la confiance dans l'économie américaine, et on a fabriqué ce système où le dollar est en roi, tout le monde à l'extérieur bouche les déficits américains, le dollar est benign neglect, comme disaient les promoteurs des réformes, une négligence bénigne pour les États-Unis, mais pas pour le monde extérieur. Donc, tout ceci a changé avec la grande vague, à nouveau avec la grande vague de financiarisation qui commence dans les années 80, 1980, précédée par de l'inflation aux États-Unis. Les mutations se font toujours dans des contextes d'inflation, ça c'est quelque chose d'impressionnant. L'inflation étant une sanction d'échec du système et de stabilité de la monnaie. Et l'inflation américaine a débouché sur des fuites de capitaux des États-Unis, ça ne bouclait plus. Et M. Volcker, un ami de Jacques, je puis le dire, un type formidable, il n'a pas mégoté, il a augmenté les taux d'intérêt à 20% aux États-Unis, et l'argent n'a pas fui les États-Unis, la confiance a été rétablie dans les États-Unis, et dans la foulée, ensuite, et ce n'est pas Volcker le responsable, c'est Nixon, c'est Reagan, c'est Madame Thatcher, ils ont entrepris de grandes mutations qui s'appellent la globalisation financière. Toute une industrie financière s'est bâtie, et avec comme mot d'ordre, la richesse se crée à partir des investissements financiers et non plus par le travail humain. J'insiste là-dessus, ce sera un de mes thèmes récurrents aussi. Et non plus, l'avoir a pris le pas sur l'être, si on veut parler en termes philosophiques. C'était quelque chose de catastrophique, du point de vue de l'humanisme d'ailleurs. On parle souvent des effets négatifs de certaines nouvelles technologies, mais il s'est passé des choses très très graves à cette époque-là. Et cette vague de financiarisation, en 2 temps, a finalement gagné non seulement les institutions financières dans le monde entier, mais les entreprises. C'est ça la révélation de McKinsey que tu as parfaitement décrite. Le poison et les risques afférents sont partout maintenant, et en particulier dans les entreprises. D'où l'importance, quand on dit McKinsey, l'administration française est évidemment incapable de produire une analyse des bilans globaux. Merci McKinsey. Il faut sortir du manichéisme, quelquefois. Ça, c'est mon premier point, un retour sur l'histoire.
Et on en est plus loin. C'est mon deuxième point. On en est plus loin, c'est que ce système commence à entrer en crise. Alors je passe sur le fait que l'Europe a encore été passive, a suivi les États-Unis et malheureusement l'Union européenne. L'Union européenne a fait quelque chose d'important pour boucler ce premier point, on a créé l'euro. Et l'euro protège les économies nationales, notamment la France. Sinon, ce serait de dévaluation en choc intestin entre nous considérable. L'euro nous protège, mais l'euro est géré en protégeant le système en même temps. On a revêtu une tunique de Nessus, comme je dis. Tunique de Nessus, c'est un cadeau empoisonné qui a été fait à Achille dans la mythologie grecque. Et il l'a revêtu, il a cherché à l'ôter, il n'est pas parvenu, il en est mort. Alors, je dirais pas, on n'en est pas à la mort. Et le système a une certaine encore résilience, mais bon. En tout cas, on a revêtu cette tunique de Nessus au niveau européen tranquillement, les fautifs étant disséminés, notamment en France. Vous lirez les discours sur l'ouverture des marchés financiers en France dans les années 80. Ça date des années 80. Quand la gauche se demande pourquoi elle est en difficulté, il faudra qu'elle creuse jusque-là. Mais aujourd'hui, donc, ce système commence à entrer en crise. La crise de 2008 n'était qu'un début. Enfin, il y a eu des crises avant, hein, mais ils ont déposé des problèmes ailleurs, disons, que chez nous, en Amérique latine, chez les émergents. On va voir que ça recommence, d'ailleurs. Mais la crise était... Le poison, les dettes insolvables étaient ramassés dans le système bancaire. Donc, on a fait du ménage, on a resserré les boulons, on a mis des obligations aux banques. Le système bancaire est plus fiable et plus stable aujourd'hui. Mais, excuse-moi Claude, excuse-moi, je perds ma fluidité. Donc, on a resserré les boulons des banques, mais depuis, toute cette enflure dans les bilans des institutions financières, des gestionnaires d'actifs, mais aussi des entreprises industrielles et commerciales, change complètement la donne. C'est le cœur de ce que tu as produit dans ton livre. C'est le cœur du problème. Et donc, tous ces mouvements de capitaux privés qui profitent des marchés financiers avec des taux... Les bas taux d'intérêt, tandis que les ménages sont spoliés, enfin en tout cas sont spoliés, les épargnants, je veux dire, on leur paye rien. Eux, ils vont dans la liquidité, ils reçoivent rien. Mais il y a tout un dopage de la spéculation financière, immobilière et financière en général sur les marchés financiers. Tout un dopage associé aux taux négatifs. Et la politique monétaire fournit toutes les facilités, toutes les liquidités requises en cas de pépin dans les grandes institutions. Et puis elle fait plus que ça. Pour les GAFAM et autres, on les abonde de crédits et de soutien public avant qu'ils décollent, les messieurs Bezos et Elon Musk et compagnie. La finance et le dopage de la rentabilité, là, ils en profitent, d'où le lien aussi après avec les fortunes des 10%. Ça crée un gap aussi dans la société entre une élite financière et le peuple. Et en quelque sorte, la politique monétaire a fait du quoi qu'il en coûte. Je vais me répéter plusieurs fois. C'est du quoi qu'il en coûte. Vous aurez toutes les liquidités requises en cas de pépin. Et c'est ce qui s'est fait d'ailleurs en partie pour sortir, face aux dettes insolvables de la crise de 2008. On a mis de l'eau, on a fait du quoi qu'il en coûte, pour dire les choses ainsi. Mais mettant encore du charbon dans une machine qui commence à dérailler. Et on n'a pas encore tiré toutes les pertes de dettes insolvables qui auraient dû être déjà actées dans les bilans. Il y en a beaucoup demeurent. On n'a pas soldé encore la crise de 2008. Que déjà on est dans une nouvelle crise parce que c'est le retour de l'inflation. Le retour de l'inflation est un signe caractéristique de crise systémique, fondamental. Et le retour de l'inflation est lié à l'enflure de la financiarisation et à ses excès extraordinaires
au bout d'un moment, des dettes deviennent insolvables, évidemment. Et comme là, le poison est dans tous les bilans et partout, la complexité est beaucoup plus grande encore qu'en 2008 pour résoudre le problème. Et d'autant plus qu'en même temps, dans le commerce mondial, le sous-investissement se traduit par des goulots d'étranglement. On manque de produits essentiels, on manque d'équipements, d'infrastructures fiables. Dans le transport maritime, on l'a vu. Et dans ces conditions, on a toute une conjonction voulue pour que l'inflation est à la fois financière et elle est liée aussi à du sous-équipement, en quelque sorte. Alors la question se pose, est-ce qu'une normalisation est possible ? Comme précédemment, on parle de normalisation, c'est-à-dire retour à avant. Est-il possible ? Les experts de la politique monétaire ont dit, mais au début, cette inflation est provisoire. C'est la faute du pétrole, simplement. À nouveau, le pétrole. C'est la faute du pétrole, puis après, c'est la faute de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Mais ça avait commencé avant. Le problème de la reprise de l'inflation date d'avant. Les choses se précipitent et s'accélèrent, évidemment. Bien sûr, la guerre va accélérer l'inflation. Elle a commencé, et ce sera un facteur de continuation majeure de l'inflation. Donc, une normalisation, ça suppose une purge, c'est-à-dire qu'on purge les bilans. Des dettes insolvables sont traitées comme des pertes. Mais ça, on tarde à le faire dans la situation actuelle. Il y a plein d'articles, Financial Times étant ma Bible de ce point de vue-là, tous les jours. C'est un plaisir de lire Financial Times, parce que les anglo-saxons qui connaissent ces questions sont bien meilleurs que nous qui ne les connaissons pas. Il faut quand même voir les choses en face. Et donc, les grandes entreprises, le business se demandent, mais est-ce que la politique monétaire va nous aider à passer la chose ou pas ? Et alors, ils sont divisés. Est-ce qu'elle doit provoquer tôt les ajustements, pas faire comme M. Volcker, je monte les taux d'intérêt à 20%, mais enfin je les remonte parce que sinon ça ne tient pas. Est-ce qu'elle va le faire ? À quel point ? Ils sont un peu divisés là-dessus, mais ils savent qu'il faut une purge. Simplement, beaucoup d'entre eux ne veulent pas la subir et donc essaient de reporter l'échéance. On pourrait développer des tas d'exemples de comportements actuels là-dessus. Et donc, il y a quand même une sorte de consensus qui émane de cette collectivité du business qui s'est réunie à Davos il y a peu. L'idée, c'est que, bon, si c'était 4 ou 5%, si finalement la cible est non plus 2, ben, on va s'accommoder de ça. On va s'accommoder de ça. Donc tout le baratin des politiques qui vous disent que l'inflation n'est pas durable, c'est de la fumisterie, hein, mais bon. En tout cas, le business, il peut vivre avec 4 ou 5. Mais ça, c'est superficiel, c'est en fonction de leurs intérêts. En disant, on peut gérer une situation comme ça, elle n'est pas trop grave. Sauf que ça ne met pas en cause le système qui alimente et qui continue de doper la spéculation qui s'appelle financiarisation de l'économie globale. Les mêmes, d'ailleurs, vont nous dire qu'ils vont faire du vert éventuellement, mais Jacques a dit ce qu'il en pensait et il a raison. Mais c'est très difficile aussi d'ôter de la drogue à un drogué du jour au lendemain. Et derrière le dilemme de politique monétaire, si on est trop brutal, effectivement, ça casse. Et la récession qui commence risque d'être une dépression. Donc il faut éviter ça. Très difficile à gérer. On n'ôte pas la drogue à un drogué du jour au lendemain. Donc le système a une chance de ce point de vue-là de vouloir continuer et gérer son truc à sa façon. Sauf que, nouvel élément, donc une crise qui commence, mais avec un système assez résilient parce qu'il a toujours sa drogue. Et donc on va purger, mais on va arriver. Sauf qu'il y a la montagne des risques partout dont on a parlé, d'où toujours la base du livre de Jacques, la base de réflexion. Mais en plus, il y a un changement de stratégie globale des États-Unis d'Amérique. La géopolitique entre en scène. Ça, c'est la grande nouveauté. Ce n'est pas d'abord la guerre en Ukraine, c'est la géopolitique qui entre en scène. M. Trump avant M. Biden, c'est la même politique, de ce point de vue-là. Confronter la Chine
parce que les États-Unis perdent sont plus la superpuissance, ils sont confrontés à une nouvelle superpuissance qui arrive. Il faut garder la suprématie à tout prix, au plan militaire, au plan technologique, et bien entendu ne pas lâcher le benign neglect du dollar, enfin le pouvoir que ça peut donner, le pouvoir monétaire. Et donc, et les Américains, dans son changement de stratégie, se sont saisis du début de la guerre en Ukraine, aussitôt pour nous rallier, branier les Européens, aidez-nous à défendre le camp occidental, il y a les amis et les ennemis, et on est embarqué dans une confrontation, une rivalité de puissance, qui, historiquement, les rivalités de puissance conduisent à la guerre. Et on surarme. À quoi le surarmement est non seulement une dépense improductive, qui nourrit de l'inflation, mais qui conduit à une guerre, qui peut, cette fois-ci, serait une guerre totale. Déjà, la Seconde Guerre mondiale était une guerre globale. De Gaulle et Churchill l'avaient parfaitement compris, mais cette fois-ci, quelle serait-elle? Préparer la paix, je vais y revenir, devient quelque chose d'excessif, un devoir. C'est, je le dis tout de suite, le premier papier dans les Échos, qui sont un bon journal, mais qui sont dans cet Occident contre Chine et Russie. Le premier papier que je vois sortir, c'est de ce matin, pour nous dire il faudrait penser à préparer la paix, parce que l'histoire a prouvé que si on ne prépare pas... Rater la paix, c'est pas gagner la guerre. Si on rate la paix, c'est pas gagner la guerre du tout. De quelle guerre on parle? La guerre aujourd'hui a une dimension globale en perspective. C'est pas simplement la guerre en Ukraine. Il y a 40 foyers de guerre dans le monde. Mais je veux pas trop développer ça. Et j'en arrive, et en continuant là-dessus, je veux insister sur les impacts avant de terminer brièvement sur les opportunités. Mais les opportunités, comme dit le poète Hölderlin, quand on a une analyse bien fondée, on est à même de saisir les opportunités pour guider la raison. Donc aujourd'hui, la question du combat global pour relever le défi de la dette, je veux insister là-dessus. La crise de la dette est globale et il faut changer de lunettes. On ne pense qu'à nous, les États-Unis et peut-être la Chine et les autres. Et les autres. Pour ne pas parler de tiers-monde, je vais parler de troisième monde, qui est énorme. Il est en détresse. La dirigeante de la Banque mondiale dit 60% des pays à bas revenus et 25% des pays émergents, les plus pauvres et puis ceux qui ont commencé d'émerger, ont tous un grand risque de défaut dans cette crise de la dette dont on a parlé. Ils se sont endettés en dollars pour se développer. Ils se sont arrêtés en dollars pour se développer. Ils achètent avec leur tour de l'inflation créée par l'enflure financière. Le retour de l'inflation signifie qu'ils achètent leurs produits importés à un coût plus élevé, et d'autre part, ils exportent plus difficilement puisqu'on est en stagnation. Ils sont en détresse, ces mots, c'est la directrice de la Banque mondiale. Certains sont en défaut de paiement, Ghana, Sri Lanka, Zambie. L'État ne peut plus payer, faillite. Mais d'autres sont en danger, Mexique, Brésil, Argentine, Zaïre, voire Turquie, on verra. Qui est quand même une sacrée inflation et qui a beaucoup de mal à traiter ce genre de choses. Donc tout ceci signifie qu'il y a la nécessité absolue d'une restructuration de la dette. Si on change de l'unité et qu'on regarde les autres dans le monde, et les plus nombreux démographiquement, il y a besoin d'une restructuration de la dette. Et les États qui ont eux, où sont les créanciers, les plus fortunés, les grandes firmes et autres, évidemment, ne veulent pas lâcher. Ne veulent pas trop inscrire les pertes dans leur bilan. Et pourtant, il faudra le faire. Donc il faut bien que l'initiative vienne des institutions financières internationales, malheureusement en difficulté. Les États-Unis, le FMI, si ce n'est pas leur botte, ils ne financent pas. Hein, j'exagère à peine. C'est des initiatives internationales que l'Europe devrait exiger dès maintenant, doivent traiter ce problème des pays en détresse
alors même que les pays dominants, dont les États-Unis, ayant creusé leur déficit, exigent que les capitaux viennent chez eux. Donc que les capitaux, au lieu de venir en soutien des pays en détresse, ils vont plutôt être exigés par les grands dominants en difficulté. Les États-Unis, dont la balance des paiements est dégradée, le dollar grimpé, 6 mois après, depuis cette semaine, il baisse. C'est-à-dire les États-Unis ont des besoins de financement majeurs venant de l'extérieur pour boucler le système. La Chine, qui avait des excédents commerciaux énormes, a recyclé ça en prenant des réserves en dollars, donc boucler les comptes des États-Unis. Qui va boucler les comptes des États-Unis aujourd'hui? L'Europe avait des excédents, l'Europe n'a plus d'excédents commerciaux, changement d'époque. La Chine avait des excédents, il n'y a plus d'excédents chinois et pas la volonté de financer les Américains cette fois. Le combat pour accaparer les capitaux et boucher les trous ne va faire que s'exacerber, alors que les tiers-mondes commencent à être en détresse. Danny Rodrik, un des économistes dignes de ce nom, enfin un grand américain, turco-américain turc, ne laissons pas la géopolitique tuer l'économie globale. C'est une formule que j'aime à citer. Mais il y a d'autres impacts. Impact dans le monde, impact chez nous. C'est que des problèmes sociaux et environnementaux sous-jacents commencent à exploser. Je veux au moins parler du problème du lien entre financiarisation de l'économie et dévalorisation du travail. Regardez cette coïncidence. Je pourrais vous citer des tas de titres d'articles sur le problème du travail. La grande démission, ils ne veulent pas travailler, non, grande démission. Ce travail est sans qualité, il est plein de stress. Carence aiguë de compétences, paranoïa de la productivité, ça veut dire que le vrai sujet aujourd'hui, c'est comment les gens qui vont bosser chez eux, comment, avec l'intelligence artificielle, on va pouvoir mettre de l'intensité là-dedans. Plus la question des salaires qui ne suivent pas l'inflation. On a là une situation sociale potentiellement explosive. Elle ne l'est pas, mais c'est sourd. Et en même temps, les grandes fortunes et les capitaux mobiles détaxés, ça fait partie du sujet, évidemment. Faire payer les riches étant une expression beaucoup trop faible par rapport à tout ce qu'on dit, mais il y a bien un problème de rupture, de clivage des sociétés derrière cette financiarisation. Sur le vert, je ne vais pas épiloguer après Jacques, simplement pour donner un événement très important et beaucoup trop cité de l'échec de COP26, qui est un échec, il faut quand même reconnaître les choses en face. McCartney, ancien gouverneur de la Banque d'Angleterre, a cherché à monter une grande alliance pour le financement de la décarbonation de l'économie. Estimé, les écolos vont dire ça coûte pas cher, 130 trillions de dollars nécessaires. Donc il a rameuté tous les financiers du monde pour essayer de faire quelque chose ensemble. Échec de la tentative McCartney d'amener les financiers sur le vert. Et pourtant, il y en a qui y vont, mais ils disent les labels verts, ça c'est de la peinture verte qui résout pas le problème. Donnez-nous de l'argent pour faire plus propre notre décarbonation. Entre parenthèses, je trouve paradoxal que parmi ceux les pétroliers qui extraient de la façon la plus propre, c'est les Saoudiens, alors que Exxon et autres, les extracteurs de gaz de schiste sont ceux qui sont les pires du point de vue du vert. Mais il ne faut pas que je développe trop ce genre de choses. En tout cas, confier à ce système la solution du problème écologique, ne parlons pas du côté problème social, je venais d'évoquer, c'est un peu se moquer du monde, mais on fait comme si. On dit, voilà les technologies vertueuses, et l'argent va aller avec des labels et des incitations. On va acheter les voitures électriques chinoises, entre parenthèses, en vous lançant des primes, de quoi qu'il en coûte, on va tous passer. Non, quel désastre. Bref, mais encore, je ne suis pas loin du bout, mais quand même,
Un monde post-dollar vient, titre d'un article récent. Un monde post-dollar vient. Intéressant. Le dollar faisait encore 60% des réserves de change de tous les pays, des différents pays du monde en 2020. Mais c'est ceci qui commence à être mis en cause. Les Américains ont voulu dollariser les BRICS. Les BRICS, c'est Brésil, Russie, Inde, Chine. Échec. Les pays pétroliers du Golfe, Arabie Saoudite en tête, puissance montante, entre parenthèses, ont plus en commun avec la Chine qu'avec les États-Unis. Voilà ce que je lis dans la presse anglo-saxonne. Excuse-moi. 40% des réserves en pétrole, Russie, Iran, Venezuela. 40% de plus dans les pays du Golfe, qui viennent de se réunir avec M. Xi récemment au Conseil économique du Golfe. Et c'est là qu'ont été lancés les pétro-yuan. Vous pouvez payer, acheter du dollar en yuan. Donc on voit apparaître le yuan dans la configuration. Et enfin, et j'ajoute, le recyclage, je l'ai déjà dit, mais le recyclage des pétrodollars de pays comme le Mexique, le Brésil et autres vers les États-Unis est compromis. Donc la suprématie du dollar, ça ne va pas de soi. On n'en est pas encore à la fin d'Empire, et je ne dis pas du tout ça. C'est des gens, ils savent se défendre, ils sont très très puissants encore. Mais le monde n'est pas tout à fait celui qui voudrait voir continuer. Et le problème de la coopération et de la solidarité internationale est posé comme il n'a jamais été posé depuis l'après-guerre. Et j'en viens, et je termine par les opportunités dans ces conditions. Partout, c'est le problème il y a une déglobalisation, mais en même temps une recomposition du monde. Déglobalisation, ça peut signifier la fin de l'empire de la financiarisation, et donc ça, c'est pas mal, ce serait pas mal. Dès lors qu'en même temps on aurait recomposition du monde, c'est-à-dire qu'on pourrait développer l'investissement productif cette fois-ci. Donc, et j'insiste sur le fait que la globalisation n'avait pas que des défauts, puisqu'elle avait permis à des pays d'émerger et de sortir de la pauvreté. Donc je comprends Rodrigue quand il dit « ne laissons pas la géopolitique tuer l'économie globale », parce que là, vous avez des tas de pays qui replongent dans la misère. Par contre, on ne peut plus laisser la géopolitique du monde sous l'empire de la financiarisation de l'économie telle qu'elle a été bâtie, et donc il faut recomposer nos choix collectifs, ou changer, développer de nouvelles façons de gérer et de faire de la politique. Partout, la nécessité de relocalisation des activités se fait jour. Tous les pays voudront avoir un peu plus de stabilité chez eux avec une meilleure base productive. Nous qui avons sous-investi productivement, les Français en particulier, lâché nos infrastructures sociales et de services publics, c'est évidemment, ce serait l'occasion, au contraire, le 10 ans, d'en faire une priorité collective. Donc, au nom de l'investissement de long terme qu'on n'a pas fait et qu'il faut maintenant entreprendre, on aurait les éléments d'un projet collectif sur lequel je reviens encore. Mais le retour au local est excessivement difficile, je ne peux pas le développer, mais il est nécessaire. Mais ça suppose aussi de la coopération avec le monde extérieur. Si le monde extérieur on aura besoin de capitaux extérieurs, d'investissements d'extérieur, on a besoin d'alliances, il faut revoir nos alliances. Donc coopérer avec les différentes régions du monde devient un impératif. Il faut faire du local, mais ça n'est pas possible sans de la coopération internationale, en sortant de la dictature du fractionnement en deux blocs dans lequel on veut nous pousser. D'une certaine façon, il faut choisir un non-alignement. Il se trouve que l'autonomie de l'Europe, la question d'une autonomie de l'Europe est posée. Il y a des mots, mais les actes ne suivent pas. Souveraineté est un bien grand mot, laissons tomber. Autonomie serait plus juste, mais on est extrêmement dépendant du système que nous avons décrit, extrêmement dépendant. Et donc, c'est une question qui suppose qu'il faut prendre en charge à fond, mais qui suppose aussi de traiter nos divergences internes. Entre l'Allemagne et la France, les intérêts ne sont pas alignés. Si on dit a priori, on est d'accord, il faut d'abord se mettre d'accord, mais l'Allemagne nous a roulé dans la farine au plan énergétique,
Et également, alors qu'on est face à un pari industriel, n'attendez pas des miracles de coopération franco-allemande. Au contraire, ça se fait autrement. L'Allemagne va consolider becs et ongles son industrie, qui a fait sa force, c'est une société, la société défend son industrie. Ils vont la consolider alors qu'elle est compromise de plus à cause de l'affaire de l'énergie, mais aussi du numérique, où ils n'ont pas le pouvoir, évidemment, à cause aussi de la finance, où là encore, ils sont assujettis à une industrie financière globalisée où ils n'ont pas de position dominante. Donc l'Allemagne se bat bec et ongles, et la France est d'une passivité totale par rapport à ça, ou quasi totale. C'est une question que je veux vous souligner. Je termine. Ça conduit à des choix les choix sociopolitiques sont majeurs. Reprendre contrôle de la dette, comme Jacques nous y insiste, signifie la fin des quoi qu'il en coûte. Quoi qu'il en coûte, c'est-à-dire le dopage et la drogue pour la spéculation tous azimuts, ça c'est clair, mais aussi le quoi qu'il en coûte, je fais des chèques qui anesthésient les gens. D'un côté, la libéralisation permet le développement des grands groupes et des plus fortunés, et en même temps, on anesthésie le peuple en lui donnant des enveloppes pour atténuer les conséquences. C'est ça la répartition des rôles, il ne faut pas tricher. Donc il faut reprendre contrôle de la dette. Il y aura des sacrifices. Le problème de la répartition des sacrifices est posé ces jours-ci et plus avant devant. Et d'autre part, en même temps, il faut lancer une masse d'investissements productifs. Les Américains ou les Allemands n'attendent pas 107 ans pour lancer les nouveaux investissements. Pour prendre des décisions en France, pour relancer le nucléaire, ce qui est un impératif majeur, on en est aux tractations, au énième débat public, une loi qui dit qu'il faut le baisser. C'est un bazar. Et heureusement, on annonce qu'on veut le faire, mais tous les autres, ailleurs, partout, ça se fait. Ça se fait. Donc, investir en même temps, c'est une nécessité. Et mettre des ressources vers l'investissement. Effectivement, on ne peut pas... Les richesses créées par le... Il faut plus d'emplois pour créer des richesses, ne jamais oublier ça, pour des solidarités sociales, mais aussi pour pouvoir investir. Une partie du surplus créé par le travail et la création française doit servir à investir et à restaurer nos services publics. Et donc, ces questions supposent donc d'affronter les questions de justice sociale. Il ne faut pas que les conceptions ambiantes de la justice soient associées simplement à la répartition riches-pauvres, qui font partie du système, finalement. C'est vrai qu'on a corrigé des inégalités en France, mais dans un système économique qui nous affaiblit. Et donc, nous avons à faire des choix collectifs, et ce serait au cœur d'un nouveau projet politique comme une nécessité. Une ardente obligation, comme on a dit après la guerre, lorsqu'il s'agissait de redresser la France et de la moderniser. Alors, moi, je m'adresse un peu aux jeunes, mais on va vous donner la parole si vous avez des questions. C'est vous qui allez construire l'avenir demain. Ça veut dire que si les jeunes ne prennent pas l'économie à bras-le-corps, une autre expression célèbre, c'est fait l'objet d'un bouquin de Philippe à l'époque, il y a peu d'espoir qu'on s'en sorte. La formation et les compétences en économie financière, en économie tout court, enfin, ça c'est lié bien sûr, mais c'est pas tout à fait la même chose. Avec un projet effectivement d'investissement pour quelle société? Si on n'arrive pas à avoir ce débat-là, on aura pour quelle société? Voilà. Et si on n'a pas des jeunes qui sont formés à ça pour pouvoir effectivement prendre les rênes, et les changements que tu proposes, c'est énorme, c'est des révolutions fantastiques. Il faudra changer de camp de base, si j'ose dire. C'est extraordinaire en même temps. C'est passionnant, hein, c'est motivant. Enfin, ça ne vous donne pas envie de vous engager? Allez, c'est une question. Alors, on va prendre quelques questions. Vous avez le droit? Oui. Alors, oui. Alors, micro. Essayez de parler fort. Non, parce qu'on enregistre. Non, parce qu'on aura un replay pour tous les gens qui sont à Zoom ou qui n'ont pas pu ni être en Zoom ni assister à la conférence.
Merci. Ouais. En fait, dans l'ensemble des dettes mondiales, qui doit à qui? Parce que finalement, le monde est fini quand même. On n'a pas de dette vis-à-vis d'un monde extérieur. Hein. Enfin, je crois pas. Donc, ça veut dire que tout le monde doit à tout le monde ou tout le monde ne doit pas à tout le monde? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des gens qui ne sont que endettés et des gens qui ne sont que créanciers ou quoi? Comment ça se passe? Oui, et il y a deux catégories. Il y a les États-Unis sont endettés à l'égard du reste du monde. Ils sont peu endettés à l'égard d'eux-mêmes. Ils ont une dette, mais elle n'est pas considérable. Le Japon est très endetté, mais il est entièrement endetté chez lui. C'est les citoyens japonais qui portent la dette du gouvernement japonais. Donc vous avez deux catégories. Vous avez celui qui se repose sur l'extérieur et celui qui se repose sur l'intérieur. Et puis vous avez des pays intermédiaires. Par exemple, en France, nous avons une dette qui est détenue peut-être à hauteur d'un tiers par l'extérieur, donc et 2 tiers par l'intérieur. Donc c'est des situations variables. Évidemment, si vous êtes un pays fort comme les États-Unis, qui avaient une suprématie mondiale, armée, tout ce que vous voulez, technologie, et que vous êtes endetté à l'égard de l'extérieur, c'est pas trop grave, parce que vous avez la monnaie dominante, puisque vous êtes une puissance dominante. Si vous êtes un Japonais super endetté, vous êtes endetté à l'égard des citoyens japonais. C'est pas grave. Les citoyens japonais sont contents d'avoir des obligations d'État libellées en yens. Si vous êtes un pays intermédiaire, l'Italie par exemple, qui a une grande partie de sa dette, détenue par l'extérieur, vous devez faire attention, parce que l'extérieur, il n'est pas nécessairement désireux de réinvestir toujours dans la même dette. Voilà. Donc c'est une situation un peu plurale, si vous voulez. On peut avoir d'autres questions. Il y a des dissymétries entre créanciers et débiteurs. Prends le micro, Philippe, parce que prends un micro, toi aussi, si tu veux répondre. Mais sinon, préparez vos questions. On va en prendre, je ne sais pas quelle heure. Il y a des créanciers derrière les débiteurs, oui. Et avec des dissymétries de pouvoir entre créanciers et débiteurs. Par exemple, au sein de l'eurozone, ça ne s'affiche pas, ça, mais ça se trouve dans le bilan de la Banque centrale. L'Allemagne est créancière et les autres sont débiteurs. Et l'Allemagne accepte la monnaie unique parce qu'elle y trouve beaucoup d'autres avantages, mais de facto, elle est créancière des autres. Ce qui pose pas mal de problèmes, comme on sait. Des questions? Oui, Philippe. Non, pardon, merci. C'est un tout petit point technique. Quand on dit qui est créancier, qui est débiteur, mais il y en a beaucoup qui sont les deux à la fois, parce que si vous prenez un pays qui, par exemple, là, je dis n'importe quoi, qui a 100 milliards de créances sur l'extérieur, ça peut très bien être le solde de 100 milliards de dettes et de 1100 milliards de créances. Donc, un pays est à la fois, d'un point de vue brut, débiteur et créancier. Ça, c'est un petit peu plus compliqué. Oui. Je sais pas, mais il y a des dominantes. Oui, c'est le net qui compte. Voilà. C'est le net qui compte. Mais il y a une question là-bas. Alors, attends. Oui, j'ai poser la question de la dette en Afrique, je suppose. Non, pas. Non, bonsoir, désolée, je vais sortir de la question de la dette parce que je suis très étonnée. Je m'appelle Christine Holzbauer, je suis journaliste, un peu spécialisée sur l'économie et les finances et plutôt sur l'Afrique. Mais là, j'avoue que ce soir, avec grand étonnement, je vous ai entendu tous les deux défendre McKinsey, alors que McKinsey est cloué au pilori, comme vous le savez, par les médias français notamment, et que les quelques, je ne sais plus, 2 millions ou 3 millions d'euros que l'État français a payé pour les rapports McKinsey, qui ont été donc montrés du doigt par à l'opinion publique, font que l'Élysée maintenant renonce à ses contrats. Alors,
éclairez-moi, enfin vous l'avez fait en partie dans vos explications sur la nécessité de comprendre cet empoisonnement de nos entreprises par la dette. Mais en même temps, est-ce que vous, réciproquement, vous avez été surpris et comprenez aussi la réaction du public vis-à-vis d'une firme McKinsey qui vend ses conseils extrêmement chers? Je réponds. Ça, c'est du côté français. Hein. La France, je ne sais pas comment les autres réagissent à l'étranger, mais du côté français, il y a le double aspect. La domination américaine, on ne supporte pas, premièrement. Et deuxièmement, on croit qu'on doit pouvoir tout comprendre chez soi, tout seul. Il y a ça derrière ma compréhension d'un problème dans notre société. Mais si je prends mon deuxième point, c'est pour dire McKinsey ne s'est pas contenté de fournir des services utiles. Je vais vous donner un autre exemple à propos des bilans globaux. J'étais à plusieurs fois, on a réuni des commissions parlementaires pour la politique industrielle française. J'ai vécu ça. C'était à l'époque Sarkozy et peut-être au début et également au début Hollande. Pour faire le bilan des forces et des faiblesses de l'industrie française, nous n'avions pas de travaux de l'administration française. Alors que McKinsey avait examiné ces choses, était capable de nous dire où étaient vos forces et vos faiblesses en France. Donc non seulement, c'est diabolique. Ça veut dire qu'il y a un problème de carence en expertise publique en France considérable. C'est fini la planification. La planification en France était précédée d'une prospective sérieuse. On scrutait les états du monde, les différentes hypothèses sur les états du monde, et on s'interrogeait sur les politiques publiques nécessaires pour, compte tenu des atouts, des inconvénients du monde extérieur, atteindre certains objectifs qui s'appelaient plein emploi et prospérité, grosso modo. Mais ça, c'est mort en France. Donc, nous avons une défaillance de prospective publique. J'ai parlé de l'information et de la presse. Encore une fois, les Échos sont un bon journal, mais ils ne disposent pas de la masse d'informations et d'analyses qu'on peut trouver dans d'autres pays. Et cet handicap, on le trouve dans des tas de domaines. Nous prenons le naufrage de l'éducation. Et là aussi, on vous proposera, quand on invitera Alain Lamassoure, d'avoir une expertise publique valable. Et là, ça se fait au Conseil de l'Europe, qui va vous montrer la défaillance criante d'enseignement de l'histoire en Europe, qui n'est pas exposée. Donc le diagnostic sur la crise de notre système éducatif, il n'est pas là. Ou prenons les mathématiques, ça va peut-être vous surprendre, mais peut-être pas trop. Les jeunes Serbes sont bien meilleurs en mathématiques que nous, et les jeunes des pays de l'Est ont des atouts en matière de compétences industrielles que nous n'avons pas. Mais où sont les expertises françaises? Où sont-elles? Oui, j'ajouterais juste une chose pour compléter votre réponse qui est parfaite. C'est une question de qualité. Sur McKinsey, peut-être que les services que le gouvernement a demandé à McKinsey, on aurait pu le faire nous-mêmes avec la Cour des comptes et les inspections qu'on est en train de détruire d'ailleurs par ailleurs. Mais l'Institut de développement de McKinsey, il est mondialement connu et il a une capacité de recherche que nous n'avons pas en France. L'INSEE, la direction de la prévision ne sont pas capables de faire la recherche bilancielle de McKinsey, qui est utilisée d'ailleurs par tous les pays, parce que c'est la meilleure. Et vous avez tout à fait raison de dire que la qualité de la recherche française a beaucoup perdu. Alors, quand on a l'Institut de recherche de McKinsey qui vous fournit le bilan mondial d'une manière extraordinaire, il faut l'utiliser. Ça m'a rien coûté. Moi, j'ai eu le rapport et je l'ai lu. Donc, ce qui est plus grave aussi, c'est que ce rapport, personne ne le lit. C'est ça qui... Si j'étais à votre place journaliste, je soulignerais ce point. Parce que
les rapports les McKinsey, critiquables peut-être parce qu'on aurait pu les faire nous-mêmes, ceux-là, on les lit. Mais le rapport McKinsey qui est gratuit, on ne le lit pas. Et pourtant, les gens qui nous gouvernent, s'ils passaient ne serait-ce que 2 jours à l'étudier, ils auraient peut-être une vue stratégique du monde qui serait plus proche de la vérité, si vous voulez, que les rabâchages de catéchisme qu'on entend tous les jours dans la propagande officielle. Voilà, c'est ça. C'est un défi pour le journaliste. Oui, moi, je me permettrai un petit mot supplémentaire sur la. C'est un défi, pas seul pour les journalistes, pour les enseignants, pour les syndicalistes, pour tous les corps sociaux qui veulent se mêler, enfin, ou qui veulent participer, ou critiquer une gestion, ou se mêler d'une gestion, ou changer de gestion. C'est-à-dire qu'on ne pourra pas changer la France si on ne fait pas de diagnostic, si on ne sait pas où on en est, si on ne se compare pas avec les autres et si on ne sait pas où est-ce qu'on veut aller. Donc, et aujourd'hui, plus personne ne lit grand-chose, rapport McKinsey ou pas. Nous, on fait des livres, on s'échine. Enfin, bon, Saïd le sait, moi je fais des lettres, des entretiens européens sur l'enjeu énergétique, le nucléaire. On publie, on envoie et on nous entend dire, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps. Mais alors, qu'est-ce que vous faites? Parce que nous, on a pris le temps, on vous a mâché le boulot. Vous lisez ça, vous mettez 1 heure. Nous, on a mis des mois. Vous en avez pour 1 heure, vous gagnez 3 mois. Enfin, donc il faut lire. Et après, il faut mettre ça dans le débat public et pas refaire un débat sur des questions bateaux qui vont durer des semaines et des mois pour conclure qu'on n'est pas tous d'accord et pour ne prendre aucune décision. Enfin, moi, je suis effrayée par les commissions nationales du débat public en France. C'est une façon de ne pas décider. Absolument. Hein? Donc, on reporte encore la décision nucléaire. Il y a fait 1 an que Macron s'est prononcé à Belfort. On l'a salué, on a dit bravo, allez, on y va, lançons la dynamique. Et on apprend dans les échos d'hier que la première pierre du deuxième EPR, enfin de l'EPR2 en tout cas à Penly, sera posée dans 4 ans. Dans 4 ans. Mais on aura perdu 5 ans de plus. Et après, on nous dira, attention, crise énergétique, on manque de gaz, on manque de ci, on manque de ça, mais on ne produit pas chez nous. Hein. Donc, comment se fait-il, au nom de la démocratie, qui est complètement malade, et dans la finance et la monnaie, n'en parlons pas. Qui apprend à l'école ce qu'on vient d'entendre ce soir? Des tout petits, les enfants aiment d'ailleurs l'argent, ils jouent avec les sous. Claude, ce que vous dites est malheureusement plus que vrai. La raison profonde pour laquelle on ne réfléchit pas, si vous prenez par exemple la politique énergétique française depuis 20 ans, vous pouvez écrire un roman sur ce qu'il ne fallait pas faire. Bon, on a multiplié les erreurs. En matière monétaire, on a multiplié les erreurs. Je regrette de le dire, mais c'est la vérité. Alors, la vraie question, c'est pourquoi est-ce qu'on multiplie les erreurs? J'ai une explication de ça. C'est parce qu'on répète les erreurs passées. Et alors l'erreur passée répétée devient une répétition d'erreurs. Et elle se renforce. Cette attitude d'esprit est l'attitude contraire de celle qui devrait présider à l'intelligence humaine. Depuis le XVIe siècle, on a appris en Europe à réfléchir, à observer des faits et à essayer de tirer de l'examen des faits des relations possibles, des lois. On ne fait plus ça maintenant. Maintenant, on répète ce que le directeur général d'avant répétait, d'un directeur général précédent. C'est-à-dire qu'on est entré dans l'époque qui précédait la Renaissance. C'était l'époque du Moyen-Âge où c'était la vérité enseignée par l'Église qui prévalait. Alors on répétait ce que les prêtres d'avant avaient répété et ça formait un corps de doctrine. Et ce corps de doctrine, on n'avait pas le droit d'y toucher. Et quand Galilée a commencé à regarder les astres et qu'il a vu que c'était la Terre qui tournait autour du Soleil et pas le Soleil qui tournait autour de la Terre, on a dit c'est un mécréant, parce que c'est pas dans la Bible. Il a gagné quand même. Il a été obligé
de répudier, de renier sa propre vie de scientifique. Et quand il est sorti de l'établissement où cette renégation, cette dénégation a été signée par lui, il a dit à son copain qui était à côté de lui, et pourtant, c'est elle qui tourne. Et donc, nous sommes dans une époque où on n'a pas le droit de dire que ça tourne. On est tenu de répéter le politiquement correct. C'est une attitude qui est le contraire de l'attitude universitaire et de l'attitude scientifique. C'est le contraire. Et moi, j'ai beaucoup aimé l'exposé de Philippe Herzog parce qu'il a élargi le problème que j'avais évoqué. Il l'a élargi en montrant dans une perspective historique que c'était un changement fondamental et un changement à plusieurs niveaux. C'est le changement de la déglobalisation, c'est le changement du dollar qui commence à s'effriter, c'est le changement de la financiarisation qui ne pourra pas régler les problèmes. Donc c'est le changement de la société humaine qui se fragmente d'une manière effroyable. Et ces changements, il va falloir y réfléchir. Il va falloir... Qui a, dans les gouvernements que nous connaissons, mais la moindre idée de ce que vous avez évoqué? Personne ne l'a. On a des recettes. On dit, bon, on va faire des chèques pétroliers pour éviter que ce soit trop lourd. Mais on n'a aucune conception d'avenir. On avait une énergie nucléaire qui nous donnait une primauté en matière de production électrique non polluante. Qu'est-ce qu'on a fait? On a laissé se détériorer le parc nucléaire. On a coupé des éléments vivants du parc nucléaire, Fessenheim, sans aucune idée directrice. Alors vous commencez, vous, heureusement que vous êtes là, Claude, et vous commencez à expliquer que c'est un atout. J'ai 20 ans. Mais, je veux dire, l'énormité des erreurs qui jonchent le parcours gouvernemental depuis 30 ans dépasse l'imagination humaine. Et je pense que c'est venu du fait qu'on ne réfléchit plus. Il faut réfléchir, il faut se demander mais qu'est-ce qu'il faut faire dans une situation compliquée. Et il faut d'abord la décrire, l'analyser, puis après essayer de la mettre dans une perspective et de comprendre. Alors, je vais être obligée. Voilà. On va arrêter là. Non, je vois des mains qui se lèvent. Du coup, on est arrivé. Non. Stop. Non. Il est trop tard. On a un petit buffet à prendre. Ils vont quand même vendre leurs livres. Vous allez pouvoir lire. Je vous invite. Là, vous êtes obligés d'acheter le livre et de le lire. Et on fera une interrogation écrite un peu plus tard. Mais déjà, je vais vous annoncer quand même que nous aurons une soirée atomique en mai, voilà, sur la place, le rôle du nucléaire. Le nucléaire sauve des vies, ce sera le titre de ma conférence. On la fera avec Nika Advisor et d'autres, puisqu'ils sont dans la salle. Serge Saïd, je suis contente que tu sois là ce soir. Et on vous passera un film sur Marie Curie. Et puis, par contre, au mois de février, Edgar Morin, il a eu 100 ans l'année dernière. Donc, sur l'Europe, et on publiera son livre, enfin, on vendra le livre « Penser l'Europe », il a refait la préface, et on vous passera un film « Europe 51 » de Roberto Rossellini. Les jeunes ne connaissent pas, une belle façon de découvrir un grand néoréaliste italien. Et puis, au mois de mars, l'Iran. Alors là, l'Iran, on va mobiliser pour faire les 2 salles combles ici à la FNTP, parce que, comme vous le savez, les femmes sont en train de tirer la révolution en Iran. C'est pas seulement pour leurs droits, c'est pour la révolution en Iran. Femmes, vie et liberté. On les aura dans la salle et on projettera Le diable n'existe pas de Mohammad Rasoulov, qui a été le premier emprisonné en Iran à cause de ses idées et qui l'est toujours et qui n'a pas les moyens, lui, de faire connaître sa bataille. Eh bien, il mérite sa soirée et c'est nous qui la lui offrirons. Donc, je vous dis... Voilà. Et puis après, on fera le Japon et on aura évidemment aussi une journée un peu de cinéma
le mélodrame dans le cinéma, une journée Douglas Sirk avec sa période allemande, sa période américaine, un film sur lui, tout ça animé par Bernard Eisenschitz, un grand spécialiste à la cinémathèque, au cahier du cinéma de Douglas Sirk. Donc on a une belle année qui se profile et je vous invite à venir manger un morceau et boire un coup avant de venir l'extraordinaire film, un des plus grands films du cinéma du XXe siècle, Les raisins de la colère. D'accord.